Bonjour à tous et à toutes, c'est Coralie de la chaîne Dis on joue. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler d'une mécanique de jeu en particulier, celle des jeux à cocher. Alors j'ai pas fait les choses à moitié parce que j'ai fait appel à de vrais experts et ensemble on va parler, débattre des jeux de cette catégorie. Si vous aimez mes vidéos, si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'encourage vraiment à continuer à produire de plus en plus de contenu. C'est parti! Bonjour Joya et Toto. Hello. Ça me fait très plaisir de vous avoir autour de la table pour parler de cette thématique des roll and ride. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais un peu vous présenter. Oui. Joya et Toto, ce sont deux passionnés de jeux de société. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, hein. C'est via Instagram, via les réseaux et via notre passion commune des jeux de société. Je pense que tu es l'une des premières personnes à nous avoir parlé sur Instagram parce que justement, on a fait nos études au même endroit. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis entre Belges, voilà. Entre petits Belges, on fait connaissance, on regarde un petit peu les compatriotes. Autour d'une petite frite, on se fait toujours des amis. Hein. Joya et Anthony sont les Enjoy Games. Ils ont, d'abord, je les ai connus via Instagram, mais depuis, ils ont conquéri plein d'autres réseaux sociaux. Donc, vous êtes présents sur Twitch et vous êtes aussi présents sur TikTok. Vous avez explosé. Oui, c'est vrai, mais c'est soudain. C'est venu tout d'un coup sur une vidéo où on jouait concrètement avec les gens et je pense que c'est un format que les gens apprécient. Et vraiment ce qui les différencie de plein d'autres comptes Instagram, je trouve que c'est ce côté vraiment peps, original. Vous faites un contenu qui est hyper créatif et qui change en fait de tout ce qu'on voit. Donc n'hésitez pas à aller les voir, que ce soit sur Instagram, sur Twitch ou sur TikTok maintenant. Merci. Ça nous amène au sujet brûlant de ce jour, c'est les roll and write. Le point commun qu'il y a entre tous ces jeux, c'est que on va soit lancer les dés, soit on va retourner une carte. Généralement, les éléments qui sont donc les dés ou les cartes qui sont au centre de la table vont être disponibles pour l'ensemble des joueurs. Le fait qu'un joueur choisisse un dé ou une carte ne va pas empêcher les autres joueurs de choisir la même carte. Et c'est des jeux qui généralement, mais là encore il y aura des exceptions, on va le voir, génèrent très peu d'interaction. Je pense que c'est le style de jeu que j'aime le plus parce que ça me rappelle un petit peu l'enfance où on est là avec nos petits blocs de feuilles, on écrit. Comment va s'articuler la vidéo? Il va y avoir une première partie où on va parler des actualités, des jeux qui sont sortis dernièrement, des jeux qui ne sont même pas encore sortis. C'est vrai. On a des exclus. Et la deuxième partie de la vidéo sera dédiée à nos top 5 personnels. Alors l'idée à la base, c'était qu'on ne sache pas trop qu'est-ce qu'il y a dans les top 5 des uns des autres. Sauf qu'on a eu un petit raté de vidéo, donc on connaît. Attention, potentiellement changé. D'accord, ok, ça va, je prends note, je n'ai rien dit. On va commencer tout de suite par la première partie de la vidéo, la partie actualité. Et donc je vais vous parler d'un jeu qui était présent à Essen. C'était Take a Seat, donc de chez Salt and Paper. Donc les auteurs sont Pujadas et Renalias. Renalias qui a travaillé sur Lacrimosa. Oh d'accord, très bien. C'est un share and write. Share c'est partager, donc c'est partage et écrire. Si on traduit de manière littérale. Donc dans Take a Seat, nous incarnons des propriétaires de théâtre. Donc on présente des pièces en avant-première et il va falloir accueillir des personnalités hautement distinguées, donc que ce soit la presse, les personnes riches. En tant que gestionnaire d'un théâtre, il va falloir remplir les sièges de son établissement. Chacun sur la table, on aura des plateaux de réservation avec des tickets. Et ces tickets, en gros, représentent les différentes catégories de sièges dans notre théâtre. Qu'est-ce qui explique que c'est un share and write? En fait, chacun d'entre nous, on aura donc des plateaux tickets, on appelle des tickets de réservation. Et ces plateaux tickets, en fait, sont placés entre chaque deux joueurs un plateau ticket qui vont se partager. Donc, il y aura un plateau ticket pour la personne à droite et à gauche. C'est ça, exactement. Sur le plateau qui est partagé, il y a des tickets et ces tickets représentent une forme. Voilà. Ces formes-là, à chaque fois qu'un joueur va jouer, s'il va sur ce ticket, il va modifier la forme du ticket. Donc, il va cocher et il va représenter la forme. Le prochain joueur qui voudra le même ticket, par exemple le ticket jaune, va devoir refaire une coche. Et donc le polylumino va encore se transformer. Oui, c'est ça. La forme va être de plus en plus petite. Donc si tu arrives après
et que tu as coché un ticket jaune par après que 4 joueurs, enfin voilà, après que 4 tours, eh bien ton ticket risque d'être beaucoup plus petit. Oui, et donc tu pourras prendre moins de sièges sur les zones jaunes, par exemple, qui sont les zones VIP. Il faut jouer au bon moment, il faut avoir un bon timing. Il y a aussi une question de majorité au niveau de ces tickets. Oui. Donc, plus quelqu'un a fait des coches sur le ticket, plus il gagnera de points. Voilà. Et du coup, c'est un jeu qui t'a plu? C'est un jeu, est-ce que c'est un jeu que tu recommanderais, ou alors à qui est-ce que tu recommanderais par exemple? Je peux le recommander à des gens qui recherchent donc un Handwrite qui se joue très rapidement. Oui. D'accord. Parce qu'en fait on joue tous en même temps. Donc oui. Ah, ça c'est bien. Ouais, ce qui fait qu'en fait il n'y a aucun temps mort dans ce jeu. C'est pas un jeu qui révolutionne le genre. Non. Mais c'est un jeu qui propose une interaction qui est intéressante. Oui. Si vous aimez en fait des jeux qui vous demandent de vous adapter continuellement au choix des autres, c'est typiquement le genre de jeu qui pourrait vous intéresser. C'est une belle petite surprise. Julia, est-ce que tu veux peut-être nous parler, est-ce qu'il y a un jeu dont tu voudrais nous parler? Alors Astra, c'est donc un jeu qui va sortir chez Super Meeple dans une thématique assez originale, je trouve. Oui. On a eu moult jeux sur l'espace. Ici, on est plutôt sur les astres, sur tout ce qui est horoscope. Donc voilà, c'est constellation. Voilà. J'avoue que c'est un thème, moi, qui me plaît vraiment, enfin, qui m'attire beaucoup. Et en plus, visuellement, parce que bon, là, sur celui-là, je vais pouvoir donner mon avis aussi. Parce que Take a Seat, j'y ai pas joué. Par contre, Astra, j'y ai joué. Et c'est vrai que déjà, de prime abord, le matériel, franchement, il donne vraiment envie. Oui, ça, c'est vrai. On va avoir en fait un plateau central avec plusieurs cartes tout autour d'un cercle. Ça va représenter des constellations. On incarne chacun des astronomes. On va vouloir devenir le meilleur astronome en complétant le plus de constellations possible, celles qui se trouvent au centre de la table. Les cartes vont contenir plusieurs petites étoiles et celui qui termine la constellation, qui coche la dernière étoile, et c'est pas forcément celui qui a mis le plus de coches. C'est vraiment celui qui termine la constellation qui va récupérer cette carte et obtenir une constellation face à lui. 2 utilisations pour les cartes, et c'est ça qui va être intéressant. Une utilisation pour la personne qui récupère la carte, qui va pouvoir utiliser les pouvoirs de la carte. Une autre utilisation qui va être, en fait, au moment où je prends la carte, toutes les personnes qui avaient quand même mis des coches vont pouvoir récupérer les bonus qui se trouvent sur cette carte. Et ce qui est chouette, c'est que les bonus sont parfois plus intéressants que la carte qu'on va activer. Ouais, et parfois, du coup, volontairement, tu vas vouloir te placer sur la carte, mais ne pas la gagner. Donc, ne pas mettre la dernière coche pour pouvoir avoir le bonus, parce que le bonus, là, tu en as vraiment plus besoin à un moment donné dans la partie. Oui, c'est ça. Exactement. Et aussi, il y a le côté « je vais tenter l'autre ». Et je vais compléter cette carte énormément et je vais laisser à l'autre 2 coches à faire. Ça va pas lui coûter beaucoup, ça va le tenter et moi comme ça je pourrais gagner le bonus. Et moi le fait de tenter l'autre, ça m'a beaucoup plu. Mais il y a un côté où les pouvoirs s'activent pas autant que je l'aurais voulu. Et donc il y a un côté où, allez. Ouais, il faut être un peu, il faut pousser, il faut être un peu derrière le jeu. Et moi personnellement, c'est vrai que sur papier, il y a tout qui m'attire. Le fait de volontairement aller tenter l'autre, le visuel du jeu, enfin la mécanique, il y a tout qui m'attire. Et pourtant, quand j'y ai joué, ça m'a pas transcendé. Bon, il faut dire aussi qu'on avait fait une petite erreur de règle. Je dis mais il y avait une petite erreur dans la mise en place. Du coup, c'était encore moins rythmé, mais c'est pas celui vers lequel je me tournerais volontiers. Si vous vous attendez à du gros jeu expert, comme Mind Clash pourrait faire, vous risquez d'être déçu, donc ne vous y lancez pas. On reste dans quelque chose de très accessible, et voilà. On n'est pas dans du draw and write, on n'est pas dans du roll and write, on est dans du call and write. Ce jeu, c'est Colorado. Est-ce que cet auteur, c'est pas l'auteur aussi de Des Tribus du Vent? Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. C'est Joachim Thom. Voilà, exactement. Merci de rendre à César. Là où normalement quand on a des cartes, on a toujours un paquet au centre de la table, on va prendre une carte et la révéler. Là, c'est pas du tout la façon dont ça va fonctionner. On a chacun des cartes en main et le but, ça va être un petit peu de faire comme un jeu des 7 familles en fait. Donc c'est d'avoir des cartes. Par exemple, dans le jaune, vous avez le 1, 2 et le 3 et vous allez essayer d'avoir justement la carte jaune 1, 2, 3 qui va
va vous donner la possibilité de faire des actions supplémentaires. On désigne n'importe qui autour de la table et on lui dit est-ce que tu aurais pour moi le 2 jaune? Alors là il y a plusieurs possibilités, soit la personne a le 2 jaune donc elle vous le donne, si ça vous permet de compléter une suite, eh ben, tant mieux. Donc la première chose que vous allez faire déjà c'est que le pouvoir du 2 jaune vous allez pouvoir le faire et tous les gens autour de la table vont pouvoir le faire également. La deuxième chose que ça va faire, si vous complétez une suite dans une couleur, eh bien ça va vous permettre sur votre petite carte personnelle d'aller sur une autre région compléter un drapeau. Donc ça c'est la première possibilité. Vous demandez une carte à quelqu'un, ah il l'a, c'est génial, vous la récupérez, tout le monde fait l'action. Si vous complétez la carte, bah, c'est nickel, vous allez pouvoir faire une action supplémentaire juste vous. Bah, l'autre solution c'est la personne n'a pas la carte exacte que vous demandez. Donc dans le cas du 2 jaune, elle va pouvoir vous donner soit un autre jaune, donc un 1 ou un 3, ou soit une carte 2, mais d'une autre couleur. Tout le monde aussi va pouvoir faire l'action. Mais vous, vous allez faire une action, mais vous n'aurez pas l'action que vous voulez, enfin la carte que vous voulez exactement. Mais bon, vous vous retrouvez pas sans rien. Si jamais la personne n'a ni la couleur ni le nombre que vous demandez, et bien en fait vous allez aller dans le paquet de cartes de la personne à qui vous avez demandé et vous piochez une carte au hasard et vous la mettez au centre de la table. Ah mais c'est pas ça qu'on avait fait, non. J'ai vraiment bien aimé ce jeu parce que je l'ai trouvé en fait très fun. Et puis il y a cet aspect petit jeu de cette famille en plus de la mécanique de Roll and Write qui fait que il n'y a rien à faire, il y a un petit sentiment de nostalgie qui n'est pas désagréable. Ouais, c'est clair. Mais je pense que vous l'aviez beaucoup apprécié aussi ce jeu. Alors ouais, franchement, ça a été, dès qu'on y a joué la première fois, je me suis dit, ah il est vraiment, vraiment chouette quoi. Cette manière d'appeler nos cartes, voilà, c'était un petit côté que j'ai beaucoup aimé et qui a amené une interaction intéressante aussi. Parce que tu disais, ah ben tiens, si par exemple la personne elle sait pas nous donner exactement la carte qu'on veut, elle sait nous donner une carte du même chiffre, enfin ou de la même couleur, et alors on va regarder le jeu de l'autre et on va tenter de faire en sorte de lui donner une carte qu'il a déjà, comme ça il sait pas la placer. Ah oui, oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est un jeu qui est, comme on a dit, qui est très fun, mais c'est un jeu où je pense qu'on est quand même capable de faire des combos qui plutôt satisfaisants et qui, enfin moi je me souviens une de mes parties, à un moment j'ai fait une combinaison qui m'a permis d'avoir 3 familles en même temps, du coup c'est un jeu fun, très satisfaisant. Voilà, vraiment un jeu qui nous a plu à tous les 3, donc si vous avez l'occasion de vous y intéresser, et bien franchement allez-y. Oui, tout à fait. Il nous parle en exclusivité des extensions. Le jeu dont tu parles, mais nous personnellement on ne sait pas du tout ce qui va sortir en termes d'extension. Captain Soir, alors on vous disait que dans les Roll and Write il n'y avait pas d'interaction, et bien voilà, ce jeu il fait exception à la règle. C'est un jeu dans lequel vous allez incarner un pirate. Vous allez construire votre bateau, vous allez améliorer votre équipement de pirate, vous allez rassembler un équipage, et là où il y a de l'interaction, c'est qu'en fin de tour, vous avez toujours la possibilité d'aller faire la guerre aux autres personnes autour de la table. Et le jeu, d'ailleurs, vous pousse à attaquer, parce que si en fin de partie, vous n'avez pas assez attaqué, vous avez des points en moins. Je vais vous parler d'une extension. L'extension, elle va venir apporte un petit peu de complexité à tout ça, donc autant là on va pouvoir y jouer en famille, on va pouvoir y jouer avec des enfants. Les joueurs qui ont l'habitude de ce genre de jeu et qui veulent un petit peu plus de complexité, eh bien vont pouvoir jouer avec l'extension qui va apporter en fait une carte supplémentaire sur laquelle on va pouvoir déplacer nos navires, donc il va avoir un des navires en plus. Il faudra faire attention, bien protéger son navire, parce que sinon il y a la Kraken qui va venir attaquer et qui va, qui va venir engloutir notre navire. Donc il y a cette extension qui arrive, je ne sais pas encore quand, mais qui arrive et qui va apporter justement ce qui va venir un petit peu complexifier le jeu. C'est hyper intéressant d'avoir une extension pour celui-ci, parce que nous c'était un petit peu ce qu'on lui reprochait, c'était d'être trop familial, et donc hâte de voir ça. Du coup on va passer au fameux top 5. Côté croustillant. Julia, tu veux commencer avec ton numéro 5? Ok, attention, c'est c'est la seule place pour laquelle j'ai triché un petit peu, et j'en ai mis 2. Tu sors. Celui-ci, en top 5, et également, j'aurais voulu mettre, et je mets Colorado. Oh, d'accord. Donc on a des jeux avec des complexités qui n'ont rien à voir, que ce soit sur le même pied d'égalité. Oui, et c'est pour ça que j'ai eu très difficile à faire ce top, parce que c'est 2 jeux que j'aime
tout autant, mais qui donne des sensations complètement différentes. On va avoir Colorado qui est complètement un jeu fun, familial, et depuis que j'y ai joué, moi ça m'a beaucoup marqué, et il a pris la place d'un autre qui était en top 5. J'avais peur qu'à 2 ça fonctionne moins bien et que ça soit moins fun, sauf qu'en fait à 2 ça apporte un autre côté. Colorado, ça apporte le côté où tu vas beaucoup plus surveiller la feuille de l'autre, il n'y a qu'un adversaire à regarder, donc il n'y a que lui à embêter. Et je présente Dinosaur Island parce qu'il a sa place aussi dans le top 5, je pouvais pas le mettre en 6ème, 7ème, c'était pas possible. Et ici on a un jeu, je crois même presque pouvoir dire que c'est l'un des plus complexes qu'on va vous présenter aujourd'hui. On va en fait choisir des dés, et ensuite ces dés, on va pouvoir les mettre sur un plateau central qui va nous permettre, en fonction de là où on va placer notre dé, de pouvoir faire des actions. Mais si je place mon dé pour faire cette action, l'autre personne, l'emplacement est pris. Et si l'autre personne veut venir, la personne va devoir placer son dé par-dessus le mien. Et en fait, quand je superpose un dé sur un autre, je regarde le précédent, et sur les dés, il y a des petits points rouges. C'est des points d'insécurité, ça va venir apporter de l'insécurité à votre parc. Si je mets un dé sur une action qui intéresse de nombreuses personnes autour de la table, qui a 3 points rouges, eh bien les personnes elles vont beaucoup plus hésiter à faire leur action à ce tour-ci. Et ça j'aime beaucoup, et c'est deux choses que j'aime bien, que ce soit dans Colorado et Roll and Write. Là je compare presque l'incomparable, mais bon, c'est plutôt le côté, bah, tiens je peux embêter l'autre d'une certaine façon, c'est pas hyper agressif non plus, mais ça reste un tout petit peu mesquin, voilà, mais juste ce qu'il faut pour pas trop que l'autre nous en veuille longtemps. J'aime beaucoup aussi la direction artistique, il y a un côté rétro qui est sympa. On a 2 feuilles devant nous, ça veut dire qu'on va gérer des choses différentes sur l'une et sur l'autre. D'un côté, on va plutôt gérer l'espace de notre parc en mettant des formes qui vont ressembler aussi à des polyomino. De l'autre côté, on va par exemple décider de quelle attraction on va mettre dans notre parc. Parce qu'il y a des dinosaures, mais rien qu'avec des dinosaures, les gens vont pas forcément être attirés dans notre parc. Il faut des vêtements, il faut des en même temps, tu veux retourner chez toi, au moins avec la petite casquette dinosaure. La petite tasse dino. Le petit réveil qui fait. Et puis à un moment, toute une journée dans un parc, t'as faim, donc il faut que tu manges. Alors, on va mettre des T-Rex, des tyrannosaures, on a envie de mettre les gros dinosaures parce que c'est attirant. C'est cool. C'est trop cool. Mais le truc, c'est que plus les dinosaures sont intéressants, gros et nous rapportent des points, plus ils vont apporter aussi de l'insécurité dans notre parc. Et l'insécurité, c'est mauvais, ça va nous faire détruire certaines routes, les dinosaures vont en manger d'autres, des choses comme ça. Ça me fait penser vraiment à un jeu de gestion, et d'ailleurs c'est un jeu qui existe également en jeu de plateau. D'ailleurs je l'ai... Est-ce qu'il est là? Alors... il est juste là derrière. Comme si ça... Et je vous jure que c'est pas fait exprès, mais il est juste là derrière. Et là on a le jeu de base qui est là, il y a un vrai jeu de plateau, on n'est pas du tout sur du Roll and Write. Franchement, moi je préfère celui-là. Alors que c'est rare pourtant de préférer une version Roll and Write à un gros jeu de plateau, etc. Mais je trouvais que celui-ci tirait un petit peu en longueur. Et en fait, toute la mécanique et les sensations sont très bien, on va dire, reproduites dans cette boîte-ci, mais en version plus condensée au niveau du timing. Ça tire beaucoup moins en longueur, c'est plus dynamique. Et donc, voilà, moi c'est plutôt vers celui-là que j'irai. La thématique elle est très bien retranscrite dans toutes les actions qu'on va faire. Et puis l'idée est fun quand même parce que c'est vrai que on va aller chercher des petits spécialistes, on va aller chercher de l'ADN pour faire ces petits dinos. Et puis il y aura une phase où on va ouvrir le parc et où il y a les visiteurs qui vont faire en fait un petit tour dans le parc. On va représenter le trajet des visiteurs qui vont passer par les boutiques, qui vont passer par les enclos, enfin pas dans les enclos, j'espère pour eux non, surtout le tiré, mais qui vont passer à côté. Ouais, moi j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Et ce qu'on peut mettre en avant aussi, c'est le matériel. Rien que d'avoir des gommes en forme de dino. On n'a même pas envie d'utiliser le matériel. Non, c'est clair. T'as pas envie de gommer. Les dés. Les dés sont faits avec les couleurs d'encre. Si vous avez la référence avec Jurassic Park, les dés ont la même couleur. Franchement, voilà, je vous le conseille. Mon numéro 5, c'est Balada de chez Abby Games. Donc pourquoi je l'ai mis en numéro 5? En fait, c'est un jeu dans lequel on incarne des bardes qui doivent tenter de créer la plus belle, l'histoire la plus épique possible. Déjà, ce petit pitch m'intéresse beaucoup, c'est pour ça que je l'ai mis en numéro 5. Et pour quelles autres raisons aussi, mais en fait c'est un jeu dans lequel on va... c'est la musique du barde. C'est ça. Je vais commencer à chanter.
Baladin. Dans Baladin, en fait, notre histoire va être retranscrite sur notre feuille de papier. Et en fait, à chaque tour, on va piocher une carte qui va nous indiquer qu'est-ce qu'on doit dessiner sur notre feuille. Donc, on a des monstres, on a des coffres, on a des fontaines pour se régénérer. On a aussi des épées pour affronter les monstres. On a aussi la fameuse princesse, comme dans tout bon récit. Mais c'est une princesse compliquée, hein. Elle n'aime pas tout. Donc c'est vraiment un petit côté... j'adore expliquer les règles de ce jeu, parce qu'il y a la petite princesse qui... Elle est difficile à satisfaire. C'est ça, tout à fait. Et ce qui est chouette aussi, c'est que le verso, c'est en continuité directe avec ce qu'on a fait au recto. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire que les actions que vous avez faites pendant la journée, elles auront une conséquence aussi avec ce que vous faites pendant la nuit. Et ça, j'aime beaucoup, je trouve ça assez original. Si vous êtes blessé la journée... Vous serez blessé la nuit également. Voilà. Donc en fait, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que vraiment, on va avoir des choses qui vont arriver. Et par exemple, on peut tirer une première carte, et la première carte, c'est directement le boss. Ah, tiens, le boss, où je le place. Parce que quand je vais suivre le dénouement des symboles que j'ai mis pour compter mes points, eh bien mon boss, il faut que je l'ai mis pas trop loin, par exemple, du début. Mais le problème, c'est que si je le mets pas trop loin du début, eh bien j'ai peut-être pas récupéré les épées nécessaires, parce qu'en fait le jeu va nous récompenser. Plus tôt tu rencontres un boss et tu sais le vaincre, plus tôt tu vas marquer des points. Si tu le rencontres à la fin, l'histoire, en fait, t'as eu le temps d'arriver et de te préparer un boss, donc tu gagneras moins de points. Et donc il y a vraiment de nouveau, il y a un côté timing où je le mets. J'espère que c'est le bon timing et j'espère que je l'ai bien placé. Le fait que le jeu vous demande de mettre vos éléments dans l'ordre, ça donne l'occasion de vraiment raconter l'histoire. Donc je suis sorti de mon chalet, j'ai récupéré une épée, etc., etc. Je trouve que c'est très bien que tu en parles et qu'il se retrouve dans ton top, parce que c'est clairement un jeu qui est passé sous les radars et dont on n'a pas pas beaucoup entendu parler. Ma question, c'est si on n'a pas d'imagination et qu'on n'aime pas se raconter, enfin pas qu'on n'aime pas, mais si on n'a pas l'imagination nécessaire, est-ce que ça fonctionne quand même? En fait, c'est vraiment un petit plus que les joueurs peuvent apporter, mais t'es pas obligé d'être un grand narrateur. Il faut savoir que le fait de raconter son histoire à la fin du jeu n'est pas écrit dans les règles, c'est vraiment quelque chose qu'on a apporté dès le départ, parce qu'on s'est dit, tiens, on incarne un... Ah, donc ça, c'est une adaptation personnelle des règles. Voilà, c'est une adaptation personnelle des règles où, lorsqu'on on lit la chronologie de notre personnage pour les points, plutôt au lieu de la lire dans notre coin, on a décidé de raconter l'histoire à chacun. Donc je l'ai mis en numéro 5, donc je l'ai beaucoup aimé, mais j'ai aussi quelques petites choses à dire pour dire pourquoi il est en numéro 5. Mais je pense que, comme tu as dit, le jeu est un peu passé à la trappe. Je pense que visuellement, sans connaître le pitch, c'est pas un jeu sur lequel on va s'arrêter en boutique. Tu plais pas le petit monsieur? Tête bizarre. Et une autre raison aussi, c'est que au niveau des règles, elles ont été assez fastidieuses à comprendre. Ça aurait pu être un jeu beaucoup plus familial, et en fait les règles le rendent lourd. C'est dommage ça. Et ça, c'est dommage. Voilà. Donc c'est vraiment ces deux points-là qui me font dire je le mets en numéro 5 et pas plus. Voilà, c'est ça. D'accord. Moi, mon numéro 5, c'est un jeu dans un univers de donjons. Mais c'est pas Paper Dungeon. C'est Dungeons, Dice and Danger. C'est un jeu d'exploration de donjons. À notre tour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer des dés. C'est surprenant. Je sais pas, vous y attendiez pas. C'est fou quand même. Et on va devoir faire deux combinaisons. On va faire une paire en fait, on va additionner les valeurs, ça va nous donner un chiffre, et on va choisir deux autres dés, on va additionner les valeurs, et ça va nous faire une deuxième valeur à reporter sur notre carte. J'aime beaucoup la mécanique de celui-ci parce que on va devoir donc cocher des valeurs sur notre feuille. Les valeurs, elles doivent être adjacentes, et du coup on va devoir faire très attention d'essayer que notre panel en fait de valeurs disponibles soit le plus large possible. Parce que imaginons, à un moment donné, on a coché tous les 6, on se retrouve avec que des 6, en fait on va avoir des pénalités parce qu'on ne sait plus cocher ces valeurs là sur la carte. Donc il va falloir faire très attention à ça. Dans cette mécanique, il y a quelque chose qui vraiment moi m'a beaucoup plu et qui en fait me plaît plus au final qu'un Paper Dungeon, ce que j'aime beaucoup aussi. Hein. Mais pour moi, en matière de jeu, de rôle dans une thématique donjon, celui-ci a pris le pas. Et il faut dire aussi que les illustrations... Alors les illustrations, elles sont vraiment incroyables.
incroyables et très plaisants. Incroyable. Il y a des petits détails un petit peu partout sur la feuille, c'est vraiment ultra joli. En plus, il y a 4 feuilles différentes, donc 4 donjons différents. Chaque feuille a ses propres montres, a ses petits détails qu'on a envie de voir aussi. Donc pour tout ça, moi il se retrouve en numéro 5. Moi personnellement, je ne l'ai pas mis dans mon top, même si c'est un jeu que j'aime beaucoup et je pense qu'on l'a découvert ensemble d'ailleurs. Oui. J'ai joué pas mal de fois avec des personnes différentes et en fait il y a vraiment un petit côté où si les personnes ne se créent pas un panel de possibilités voilà, si on peut être bloqué. On peut être bloqué. Et ça peut devenir une partie ultra frustrante pour les personnes. C'est vrai. Et ce qu'il y a, c'est que ça fait partie de la stratégie de faire attention à quelle valeur on se laisse disponible sur la feuille. Mais c'est vrai qu'en même temps, si on se loupe, c'est vrai que ça peut être très très frustrant. J'aime bien la stratégie qu'il y a derrière, ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément et c'est pour ça qu'il se retrouve en numéro 5. Nickel. On a commencé par mon numéro 5 et je te renvoie la balle, on commence par ton numéro 4. Ok. Alors mon numéro 4, c'est un jeu qui est, je pense, un des plus simples dans sa mécanique, voilà, dans tous les jeux dans lesquels on va parler ici dans cette vidéo. Trek 12 Amazonie, c'est un jeu vraiment, en fait, c'est très très simple. On va lancer 2 dés et après ce qu'on va pouvoir faire, c'est choisir le plus petit, le plus grand, on va pouvoir les additionner, on va pouvoir soustraire ces 2 numéros ou on va pouvoir les multiplier. Ça, vous n'allez pas pouvoir le faire autant de fois que vous le voulez. Pour chaque opération, vous allez pouvoir le faire 4 fois. Donc il faut aussi regarder, je vais pas faire trop de plus tout le temps parce que peut-être qu'à un moment, je vais avoir besoin d'un œuf. Et le 9, si je prends le plus grande valeur, la plus petite sur le dé, déjà j'y arrive pas, parce que c'est limité à 6, voire à 5 parce qu'il y a un dé où il y a un 0 dessus. Le but, ça va être de faire des chaînes de chiffres, donc on va devoir faire des chaînes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, il faut s'arrêter à 12, ou faire des groupes du même chiffre, donc par exemple des groupes de 5. Vous vous rendez bien compte que c'est un jeu qui est très très simple en fait dans sa mécanique, mais qui est très chouette. Et en plus cette boîte-ci, parce qu'il y a 2 Trek 12, celui-ci c'est le Trek 12 Amazonie qui est la deuxième boîte de la saga des Trek 12. Dans cette deuxième boîte, il y a des façons supplémentaires de marquer des points où on va observer les animaux. Ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a des enveloppes. Donc quand on va ouvrir, donc quand on va faire certains groupes de chiffres par exemple, ou qu'on va on va faire certains prérequis, certaines conditions vont être remplies, on va pouvoir ouvrir une enveloppe qui va donner du matos supplémentaire, des règles supplémentaires. Ça c'est quand même très très cool. Des petits plaisirs quand même, des petites enveloppes, des petites surprises. Et en plus dans celui-ci, il y a une boîte. Il y a une boîte dans la boîte, il y a une trappe dans le fond de la boîte à ouvrir, on sait pas ce qu'il y a dedans. Je sais pas ce qu'il y a dedans non plus parce que je suis pas encore allée jusque là. Pas parce que j'y joue pas souvent, au contraire, c'est parce que c'est un jeu, franchement, avec mon copain on le savoure. On y joue dans le divan, tranquille, ça va vite, c'est pas prise de tête, mais ça manque pas d'intérêt, vraiment pas. Et du coup, on prend notre temps, on aime bien, on le savoure, et voilà. Donc c'est pour ça que moi, c'est mon numéro 4. Moi, ce que j'aime, j'ai beaucoup aimé, j'ai préféré cette version, donc Amazonie. Et ce que j'aime bien à chaque fois qu'on y joue, c'est que donc on va partir à la découverte de certains animaux, mais on retourne les cartes à partir du moment où on fait le chiffre de l'animal. Du coup, il y a une petite excitation de se dire voilà, quel animal va tomber. Et c'est assez thématique parce que dans l'Amazonie, on ne sait pas sur quoi d'expérience. Dans l'Amazonie, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Donc, je sais pas, il y a ce côté surprise. Ce côté surprise. C'est un petit Kinder surprise, quoi. Exact. Très Kinder. Très Kinder, ouais. Le prochain, ça sera avec un petit Kinder dessus. Alors, mon numéro 4, je dis merci à toi, Coralie, de nous l'avoir fait découvrir. C'est The Guild of Merchant Explorer. Oui, bon, l'accent est dégueulasse, mais vous avez compris. Et alors, moi, j'avais envie de dire, c'est pas un roll and write. Oui, c'est vraiment toutes les sensations d'un roll and write, sauf qu'on n'écrit pas. C'est ça, ouais. Pourquoi il est en numéro 4 ? Ce jeu a tout ce que j'aime. Donc, c'est l'exploration. On va révéler des cartes qui vont nous dire, voilà, vous pouvez mettre des cubes par exemple dans une région montagneuse, vous pouvez mettre vos cubes dans une région plus aquatique, etc. Donc on va partir de notre ville centrale et on va s'étendre.
Et comment on va s'étendre? C'est avec les différentes cartes, nos différents cubes, on va pouvoir construire des villages, on va pouvoir aussi explorer des épaves, on va pouvoir aussi explorer des tours qui sont situées aux extrémités de la carte. On n'explore pas toute la carte, il y a une grande partie de la carte qui n'est pas explorée, donc c'est pour ça qu'il faut bien anticiper parce qu'on n'aura pas assez de cubes pour pouvoir faire tout ce qu'on veut. Il faut savoir que les objectifs, ils vont changer en fonction du type de carte parce qu'il y a différentes cartes proposées par le jeu qui ont toutes leurs objectifs qui leur sont propres. Okay. Donc là aussi, tu vois, tu as du renouveau avec ça et ça c'est quand même cool. J'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu parce que c'est un jeu très visuel, j'aime vraiment bien voir ce que je fais, voir comment j'évolue. Et ici, le fait de poser des cubes, je vois vraiment bien par où je vais, par où je dois aller pour mes objectifs. Et toi, ça t'a fait penser à un de tes jeux à un jeu qui était dans ton top et qui t'a fait le mettre ici. Oui, en fait, ça remplace Trails of Tucana parce que dans ce jeu, on essaie de lier des villages aussi et dans notre parcours, on essaie de récupérer des éléments également. Donc, c'est des sensations que j'ai retrouvées dans ce jeu. Et pour moi, c'est un peu un mélange entre ça et on est aussi les gardiens de Havresac, dans le sens où on va s'étendre, on va construire des villages et à partir des villages qu'on aura construits, dans les manches suivantes, on pourra partir de ce point-là et plus de la capitale où on était obligé de partir. On va s'étendre de plus en plus. Donc il y a un peu ce mélange entre les deux et en même temps, il est un peu plus complexe que ces deux jeux-là séparément. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est exactement ça. Donc c'est le mélange de deux jeux que j'ai vraiment bien aimé. En fait, très belle surprise et encore merci à toi. Avec grand plaisir. Mon numéro 4, c'est un jeu qui nous a clairement lancé dans le monde des roll and writes. Je les prends tous les deux. Alors, mais t'abuses toi. Ça va mais c'était pas un top 10 ça? On avait dit un top 5, on avait dit. Vous savez comment c'est dur de faire un top 5 quand on adore cette thématique? Dernière fois que t'es invité ici. Donc Demeter, c'est vraiment un jeu qui nous a lancé dans ce style de jeu. C'est l'un des premiers jeux qu'on nous a conseillé en boutique. On a demandé un jeu avec des dinosaures parce que c'est une thématique que j'aime beaucoup. Ça fait d'ailleurs le deuxième jeu là qui ressort sur cette thématique dans mon top. Je trouve que c'est peut-être pas par celui-là qu'il faut commencer. Et encore moins par celui qui fait vraiment partie de mon top 4. Donc hop, je voulais vous parler de Demeter parce qu'en fait mon top 4 c'est sa suite qui est Varuna. Mais en tout cas Varuna et Demeter font assez doublon, même si Varuna apporte une complexité supplémentaire et une tension supplémentaire par rapport à Demeter. On va avoir des cartes au centre du plateau et chaque type de carte vont nous permettre de faire certaines actions. Dans Demeter ça s'arrête là. On choisit un type de carte. Le fait qu'on en choisisse une ne contraint pas les autres à ne pas choisir la même ou quoi que ce soit. Tout le monde peut choisir les cartes qui se trouvent au centre du plateau de la table. Mais par contre dans Varuna on risque parfois de faire des actions qu'on n'avait pas envie de faire à ce tour-ci. Parce que parmi les cartes, si on en choisit une, il y a d'autres cartes au centre de la table qui vont nous infliger des dégâts, qui vont infliger des dégâts dans notre sous-marin. Ça amène de l'aléatoire, ça amène une tension supplémentaire parce que lorsqu'on va retourner des cartes, même si on se dit je vais prendre une carte rouge parce que les cartes rouges vont me permettre de faire ça, eh bien le jeu va me contraindre à faire autre chose. Donc une petite difficulté que le jeu apporte en plus et que moi j'ai préféré personnellement. Par contre, si vous aimez bien les combinaisons, si vous aimez bien les combos, je vous invite vraiment à jouer à ces deux jeux là parce que vos actions, plus vous allez faire un type d'action, plus elle va s'améliorer et va vous permettre de faire plus de choses au fil du jeu. Mais attention, un petit peu comme à la Trek 12, vous n'allez pas pouvoir sélectionner 10 fois la carte rouge parce que à un moment donné, je pense que c'est après 4 fois ou 5 fois, vous allez plus pouvoir sélectionner une carte rouge et donc vous allez être limité. Donc vos actions s'améliorent et en même temps le jeu vient vous dire attention, ça s'améliore, mais il y a un moment donné, tu pourras plus l'utiliser. Peut-être que passer sur Varuna si vous avez l'habitude de Demeter, et Demeter, il finira peut-être dans les bras de quelqu'un d'autre. Allez hop. J'ai vraiment préféré les sensations de jeu dans Varuna par rapport à Demeter. J'arrivais plus à voir des liens entre les actions que dans Demeter. Je sais pas, Coralie, toi si tu as pu tester l'un des deux. Moi j'ai testé que Demeter et que j'ai beaucoup apprécié, mais c'est pas celui que je... Enfin, fait pas partie de mes tops, mais je l'avais beaucoup apprécié et je vais dire un truc qui va être très basique, mais le fait de colorier les dinosaures c'était sympa. Ouais, c'est vrai. C'est vrai parce que là on colorie vraiment les dinosaures. Alors certains vont juste hachurer comme ça avec des lignes et d'autres vont prendre le temps de prendre un petit bic ou un petit marqueur vert pour colorier les dinosaures en vert, etc. Donc voilà, c'était la petite découverte, le petit plaisir, le petit coloriage et tout ça, ça réunissait beaucoup de choses que j'aimais bien et ça nous a plongé dedans. Voilà. Cool.
mon numéro 3, c'est Colorado. Ah, c'est pas vrai. Il est en numéro 3, mais trop bien. Je l'ai vraiment trouvé à ce excellent. point-là. Excellent. Bon, on l'a beaucoup décrit, mais qu'est-ce qui t'a fait mettre Colorado en top 3? C'est vraiment... en fait, moi, j'ai vraiment du mal dans les jeux de bien observer le jeu des autres. Pour pouvoir... mais ici, avec Colorado, j'avais cette satisfaction d'y arriver, en fait. Et aussi, je l'ai trouvé très dynamique. Ouais. Moi, là, je suis dans une période où j'ai besoin de jeux où ça va... C'est fluide, quoi. Pas forcément des jeux qui sont rapides en durée, mais plutôt où il n'y a pas de temps mort, c'est dynamique. Ah oui, ça roule. Et là, avec Colorado, ça déroule, quoi. Les effets ne sont pas hyper variés, mais ils sont efficaces. Ouais. Et je trouve qu'ils se complètent bien, et c'est ce qui permet des combinaisons vraiment... Enfin, moi, je sais pas vous, mais dans mon cas, à un moment, j'ai été choqué, j'ai vraiment eu une combinaison hyper longue. Ouais, quoi. c'est vrai, il a fait pou. Oui, voilà, le sentiment de satisfaction intense. Je te jure que dans ma tête, c'était waouh. Ça m'arrive pas souvent, mais là. Mon numéro 3, c'est vraiment très futé. C'est le jeu dont je ne refuse jamais une partie. Je peux l'emporter partout, je peux le faire jouer à n'importe qui, c'est simple, c'est pas très joli, hein, ça donne pas super envie, les gens quand ils le regardent ils disent oh des chiffres, des grilles, on dirait un petit peu un Excel, etc. Ça peut effrayer un petit peu, et puis en fait quand on le présente et quand on y joue, ça va tout seul, ça roule tout seul, et c'est tellement satisfaisant. Ah oui. Je trouve qu'il y a un côté où en fait c'est vraiment très futé. Et le truc, ça te rend futé, tu vois, tu fais plein de choses, tu peux débloquer plein de choses, et t'as l'impression t'es un peu fier et tu te dis, ouais, c'est moi qui ai fait tout ça, bébé. Tu vois, bébé. C'est vrai qu'au niveau combo, c'est vraiment un des meilleurs. Ouais, c'est vrai. Au niveau combo, il y a vraiment le plaisir de touc, ça je fais ça, et puis je vais là, et puis je fais ça. Il y a aussi le fait que je trouve que le jeu est très bien équilibré. En fait, on va choisir des dés. Et les dés vont avoir une certaine valeur. En fonction du dé qu'on va choisir, on va en laisser d'autres aux joueurs. Évidemment, on va essayer d'en laisser des pas top, les pas meilleurs. Et c'est ça qui est drôle aussi. On prend un dé, en fonction de la couleur du dé, on va sur une zone qui correspond à la couleur de ce dé. Et chaque zone a sa propre façon de fonctionner. C'est ça. Et en fait, c'est ça qui est chouette, c'est que chaque zone a sa façon de fonctionner. Et à chaque fois, je me dis... Moi, j'ai l'impression que cette zone-là, elle est plus forte. Oui, et en fait, pas du tout. Je me retrouve soit avec un score moins bon que la dernière fois où j'ai été sur cette zone, etc. Puis je vois, je sais pas, donc Toto qui va jouer sur cette zone, il va faire beaucoup de scores, et puis je me dis non, mais la prochaine fois, moi aussi, je fais ça. Je sens que c'est cette zone qui est bonne. Mais en fait, c'est pas une zone qui va être forte. C'est la combinaison de comment tu vas agencer les zones entre elles. En fait, il faut tirer le meilleur de chaque des dés et des zones, puisque en remplissant d'une certaine façon et en cochant certains endroits d'une zone, on va pouvoir débloquer un bonus pour aller dans une autre zone qui va peut-être nous permettre de déclencher un bonus pour aller cocher dans une autre zone. Voilà. Et c'est ça qui est super chouette. En fait, je le trouve ultra fun. Même rien que d'en parler, je suis enjouée, j'ai envie d'y jouer. Je me dis, c'est trop fun. Parti, on en fait une. Bon, allez, on arrête la vidéo. C'est bon, là. Pour moi, le plus gros point fort du jeu, c'est que chaque partie est différente. On a fait quand même pas mal de parties, donc je pense qu'on peut dire que chaque partie a été différente. Chaque partie, on a essayé de tenter peut-être de se concentrer sur une zone, mais à chaque fois, c'est tout à fait différent. Donc, je pense que c'est un jeu où c'est très difficile de s'en lasser. C'est vrai. J'y reviendrai. Ouais, j'y reviendrai, donc Ah ouais. Ou peut-être pas. Mon numéro 3, c'est Welcome to the Moon. C'est un jeu, quand il est sorti, qui a introduit une petite révolution dans le monde du roll and write, parce que c'est un jeu qui se joue avec une campagne. En fonction des choix qu'on va faire et de comment on va réussir, comment la partie va se terminer, on va aller, on va dire, sur la suite de la narration qui va être différente, etc., etc. Chaque feuille est différente et propose une mécanique différente, mais à chaque fois vous allez avoir des symboles qui vont être associés à un chiffre. En fait, ça se joue différemment d'une feuille à l'autre. Le symbole dans la première feuille va vous permettre de mettre un petit chiffre dans une certaine rangée de la fusée, mais après il y aura toujours cette combinaison de symboles valeurs dans les autres feuilles, mais ça va s'utiliser différemment. Et même la carte, la feuille va être vraiment différente dans le sens complètement différente. La première c'est une fusée, la deuxième c'est un espèce de chemin. Et la mécanique, franchement, la façon de scorer, ça
va être complètement différent, ça va être comme un nouveau jeu, vraiment à chaque fois. Ça. Pour moi, il s'est imposé, mais vraiment comme quelque chose qui a un petit peu révolutionné avec sa campagne et vraiment c'était quelque chose de très 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 abouti. Et je ne sais pas si il y a quelque chose que vous voulez dire brièvement dessus ou pas. Alors, moi ce que j'apprécie dans ce jeu, c'est vraiment que il va évoluer avec vous. Vous allez commencer avec une feuille qui est ultra simple. Ouais, donc on y va, c'est du niveau familial. Et plus vous allez monter, plus vous allez poursuivre l'histoire, plus vous allez avoir des feuilles de plus en plus compliquées. Enfin, je veux dire, ça va monter dans le niveau du jeu. Et c'est intéressant parce que si vous ne vous sentez pas forcément capable, vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez continuer à vous entraîner sur la première feuille, puis après passer par la deuxième, etc. D'ailleurs, nous, on a d'abord fait quelques feuilles et on n'a pas encore lancé la campagne en se disant, bah, tiens, on a envie de découvrir chacune des feuilles avant de lancer la campagne. Oui, parce qu'on peut très bien jouer sans jouer tout de suite à la campagne. Et même moi, en y jouant à la campagne, par exemple, on a commencé la première feuille, on a fait la deuxième, et puis on s'est dit, avant de continuer la campagne, est-ce qu'on ne referait pas la deuxième feuille encore une fois? Voilà. Et oui, comme tu as dit, c'est vraiment impressionnant parce que chaque feuille, c'est un nouveau jeu, quoi. Donc je pense que pour ce jeu, on peut vraiment dire t'en as pour ton argent, quoi. Ouais. Alors, je me lance et c'est parti pour le numéro 2. Vous risquez de le retrouver dans d'autres tops. Donc c'est le mur d'Adrien. C'est certainement, là pour le coup, le jeu le plus expert de la gamme de ceux qu'on vous a présentés. Ça va se jouer aussi sur 2 feuilles différentes. On va avoir 2 feuilles à gérer. C'est une belle gestion à avoir, il faut pas se perdre, mais heureusement c'est un jeu qui a amené des meeples et c'est quand même assez rare dans un jeu à cocher, il y a des meeples et ça aide clairement à la gestion du jeu. La force de ces jeux là, c'est les combinaisons. Mais quand tu fais une combinaison... quand tu es à ce niveau-là de roll and write... t'as besoin de le matérialiser. Mais je trouve que il se distingue vraiment sur ça, parce que par exemple dans Colorado, où je me souviens de ma combinaison très longue, j'ai sûrement oublié... faut encore que t'en parles. Voilà, on n'a aucun risque de rater un élément de notre combinaison grâce à la présence de ces meeples. Donc... Pour pouvoir faire comprendre votre jeu, un point que j'aime beaucoup dans celui-là, c'est que vous allez pouvoir utiliser la thématique. Par exemple, à l'époque, lorsque on allait dans les bains, eh bien les bains c'était un lieu de discussion, c'était un lieu où on pouvait négocier des choses, s'attirer les faveurs de certaines personnes, et lorsqu'on aura perdu contre les invasions barbares et qu'on aura un peu la honte sur nous, le fait d'avoir été au bain avec ces gens-là et avoir discuté avec eux, on s'entend bien, donc on va pouvoir s'attirer leur faveur et être pardonné pour nos échecs et retrouver de l'honneur en gros. Il y a ce côté où c'est compliqué, c'est un jeu avec des règles bien fournies, mais c'est écrit de façon à ce que on comprenne le jeu. À chaque fois il y a des petits détails, il y a des exemples, il y a des choses qui nous permettent vraiment de rentrer dans le jeu sans trop de difficultés et de l'expliquer sans trop de difficultés. C'est un jeu où vous allez être concentré. Ça brûle les neurones. En fait c'est un jeu qui, pour moi, ça aurait pu être juste un jeu solo. On joue tous ensemble, mais chacun tout seul dans notre coin. Purement chacun de son côté. Là. Purement. Moi, personnellement, le fait de ne pas avoir d'interaction, ça m'a jamais gêné dans un jeu. Ça me gêne pas dans celui-là. Et même si c'est un jeu qui peut être solo, lorsqu'on est ensemble, qu'on se tait tous autour de la table, mais que chacun sait que tout le monde est en train d'optimiser pour son jeu, il y a une ambiance qui se crée autour de la table qui est on fait tous la même chose et on essaye tous de donner notre meilleur et on compatit avec les autres et on dit allez, on regarde pas trop les feuilles des autres par contre, et ça n'a pas vraiment d'utilité à de voir où ils en sont. Si ça te dérange pas, moi je vais enchaîner sur mon numéro 2 puisque... en numéro 2 Oui. Non, pas ça. J'aurais parié avec qu'il soit en numéro 1. Il aurait pu. Il est excellent. Il y a vraiment toute une stratégie, il y a une optimisation à avoir. Il faut gérer ses ressources. Il faut gérer ces petits meeples, ces petits ouvriers qu'on va récupérer. Le fait d'évoluer sur certaines pistes, ça va nous permettre d'en récupérer au sein de la même manche pour pouvoir aller cocher ailleurs. Donc il faut vraiment optimiser ses coûts. Je vais juste rajouter par rapport à ce que tu as dit qu'un aspect qui est intéressant aussi, c'est qu'on a chacun un paquet de cartes personnelles qui est le même, mais qui va être mélangé. Donc on aura au final tous les mêmes cartes qui vont passer entre nos mains, mais à des moments différents. En début de manche, on va prendre 2 cartes. Il y en a une qu'on va choisir pour ses ressources, donc elle va juste nous donner les ressources, et l'autre qu'on va choisir pour l'objectif. Et ça va nous donner des façons de scorer en fin de partie. C'est intéressant que tu l'ajoutes parce qu'en fait,
ce jeu, vous avez plein de possibilités, plein de choix à faire. Donc le fait de choisir une carte pour les objectifs, choisir une carte pour les ressources, ça va clairement vous guider dans votre stratégie. Et heureusement que c'est là, parce que sinon je pense qu'on se perdrait. Mon numéro 2, c'est... en numéro 2 Ah ouais. C'est Paper Dungeons. Je joue pas mal aux jeux vidéo depuis longtemps et mon style préféré de jeux vidéo, c'est les RPG. Et forcément, ce jeu, il a la force qui nous rappelle des sensations de ce genre de jeux vidéo. Donc on aura une équipe d'aventuriers qu'on va pouvoir faire évoluer au fil de la partie. Donc c'est comme dans tout bon RPG, nos personnages évoluent et ici c'est la même chose. Et c'est vrai qu'au départ, on a tous la même équipe, mais parce qu'il y a un magicien, il y a un guerrier, je pense, et on a un niveau, c'est une équipe de noobs, quoi. Il faudra vraiment les upgrader pour affronter les monstres qui sont de plus en plus difficiles à vaincre. C'est ça. On doit tracer notre chemin sur le donjon, il y a des obstacles, il y a des monstres, et ce qui est cool, c'est qu'à chaque partie, la forme du donjon va changer. Donc les boss vont changer. C'est ça, les boss vont changer. C'est ultra thématique dans le sens où, si tu rentres dans un donjon, tu vas pas aller avec une équipe de bras cassés. Il faut un minimum. Il faut les armer. Il faut les armer. Il y a des petits bijoux qui vont te donner des compétences, des gemmes, etc. Et quand tu expliques les règles, il y a quand même beaucoup d'éléments à expliquer. Mais en fait, une fois que tu prends en main, il est accessible. Ouais, c'est ça. Je l'ai mis en numéro 2 parce qu'il y a un petit côté, il y a un petit truc qui me chiffonne, c'est que donc au début de notre tour, on reçoit des cartes avec avec des capacités de départ. Il y en a qui sont plus cheatés que d'autres. Je trouve que dans un jeu où il y a du challenge, t'as pas envie de partir avec la frustration de départ de te dire lui il a déjà une capacité incroyable par rapport à moi. Je suis d'accord. J'ai pas envie d'avoir cette frustration dès le départ. Donc ça, je trouve ça dommage, le déséquilibre au niveau des cartes au départ. Voilà, numéro 2, Paper Dungeons. Très bien. Très cool. Ton numéro 1. Effectivement, c'est le mur d'Adrien. Ah, c'était sûr. Directement, à la fin de la partie, je t'ai dit, incroyable. Ouais. Directement. C'est vrai, on y jouait, il était là, c'est bien, c'est trop bien, j'aime bien, oh là là, ah ouais, là t'as fait, là j'ai fait un coup, comme dans Colorado. Ça me rappelle la partie Colorado dans le futur. Parce que dans Colorado, il y a un moment, il a fait un truc. Je trouve pas de défaut à ce jeu. Moi non plus. Moi non plus, je trouve pas de défaut. J'aime bien le fait qu'il y ait 2 feuilles séparées. Ça permet de te dire, voilà, d'un côté c'est le mur concrètement, et de l'autre c'est la vie au sein du exactement, tu vas développer tout ce qu'il y a derrière le mur, construire des bâtiments, donc ça te permet vraiment de bien distinguer ce que tu fais, et de nouveau avec la présence des meeples qui te permet de rien oublier au niveau de tes combinaisons. Franchement, excellent. Les combos sont incroyables. Une belle réussite ce jeu, je suis d'accord. Voilà. Celui-là, pour le détrôner, ça va être très compliqué. Il y a le mur d'Adrien qui est excellent, j'ai longtemps hésité, et quand je les voyais tous les deux dans la ludothèque, je savais que ça allait porter des peurs. Vous ne trouvez pas de défaut au mur d'Adrien, j'y trouve un défaut, c'est que peu importe les cases que je vais cocher, j'ai souvent l'impression de cocher un petit peu la même chose, dans le sens où j'ai pas forcément l'impression de faire des choses ultra différentes. Je suis tellement pas d'accord avec ça. Mais moi je suis d'accord avec moi. Donc dans le mur d'Adrien, j'ai pas eu l'impression de faire des choses radicalement différentes, bien que je suis beaucoup dans l'optimisation de ce que je suis en train de faire. Dans Raja, là, on va être dans quelque chose de moins complexe quand même que le mur d'Adrien. Il y a beaucoup moins de zones aussi, on se retrouve sur une petite feuille relativement petite, mais elle a beau être petite cette feuille, j'ai toujours l'impression de faire extrêmement riche, énormément de choses, et c'est une feuille qui est ultra riche et j'ai vraiment l'impression de faire des choses différentes. Lorsque je vais choisir un dé, ce dé aura une certaine couleur, et c'est très simple, c'est pareil un petit peu qu'un vraiment très futé. Le dé va correspondre à la couleur de la zone sur laquelle je vais devoir aller. Ça simplifie déjà le jeu extrêmement fort. J'ai un dé bleu, je vais sur la zone bleue. J'ai un dé vert, je vais sur la zone verte. Ça peut pas être plus explicite que ça. Ensuite, on va avoir des zones différentes. Ça va comboter de fou. Ça combote, ça n'arrête pas. Ce qui fait que je l'ai mis en numéro 1, c'est que lorsque je vois le mur d'Adrien et Raja dans la ludothèque, j'ai plus envie de sortir Raja parce que pour moi il est plus facile à sortir. Déjà de 1, et puis de 2, c'est vraiment le point où je vous disais que dans Raja, j'ai vraiment l'impression que chaque zone elle est complètement différente. Oui, je comprends ce que tu veux dire. En fait, dans le mur d'Adrien, ce qui fait aussi que j'ai l'impression de faire la même chose pendant mon tour, c'est que dans Raja, vous allez pouvoir aller un peu plus partout.
vous allez même si vous avez quelque chose où vous êtes bloqué à un certain moment parce que les autres vont pouvoir vous bloquer lorsqu'ils vont voir que vous avancez trop sur une piste et vont pouvoir prendre le dé qui vous intéresse. Dans le mur d'Adrien, c'est pas les autres joueurs qui vont vous contraindre de faire certaines actions à des endroits, c'est plutôt le jeu. Parce que dans le mur d'Adrien, vous allez faire un petit peu par-ci, un petit peu par-là, mais vous n'allez pas pouvoir faire un petit peu partout. Sinon, vous n'allez pas scorer de façon optimale. Ici, j'ai plus l'impression d'avoir plein de friandises et je peux aller un petit peu picorer par-ci, un petit peu par-là. Donc voilà, c'est un petit peu comme dans Tréfuté. Waouh! Il y a un monde qui s'ouvre à moi et je peux aller un peu partout dans ce monde. C'est marrant parce que parmi tout ce que tu as dit, moi j'ai joué une fois à ce jeu et parmi tout ce que tu as dit, moi la principale chose que j'ai retenue dans ce jeu, c'est les conditions de fin de partie. Ah oui, j'allais y venir aussi. Ah d'accord. C'est vraiment un point que j'adore aussi, c'est que le mur d'Adrien par exemple, chacun est de son côté et c'est peut-être pour ça que je vais préférer aussi celui-là, c'est que là, on va veiller à ce que les autres font et c'est pour ça que je vous dis les gens vont vouloir vous bloquer parce qu'ils vont surveiller votre feuille. Un petit peu comme dans un Colorado où finalement tu es obligé parce que... D'ailleurs, mon combo dans... Mais vous allez surveiller le jeu des autres parce que lorsque les pistes se croisent, la piste d'argent et je crois la piste de gloire, c'est l'or et la gloire, lorsqu'elles se croisent, ça met fin à la partie, on arrête et on regarde qui est arrivé où. Et celui dont les deux pistes a un écart le plus grand entre le croisement, et bien c'est celui qui gagnera la partie. Donc celui qui met fin à la partie doit bien faire gaffe au jeu des autres aussi parce qu'il faut arrêter le jeu au bon moment, il faut surveiller quand les autres et à quel point ils avancent et on surveille aussi pour les empêcher d'avancer en choisissant les dés qui les arrangent. C'est vrai que moi quand j'y ai joué, ça m'a pas donné envie de tout de suite d'y rejouer avec le mur d'Adrien, tout de suite ça m'a je vais y rejouer quoi. Pareil, j'ai exactement la même chose. Ah ouais, c'est vrai. Je l'aime bien, mais j'ai... T'as moins eu cette envie d'y revenir. Exactement. Que moi, si je peux y jouer en solo ou autre, je le fais. C'est parce que je sais que, par exemple, tu n'es pas le plus enthousiaste pour y jouer, qu'il sort pas assez souvent à mon goût, mais vous me le mettez sur BGA, si vous me le mettez sur une plateforme en ligne ou quoi que ce soit où je peux y jouer de façon plus importante, je vous le dis, je le ponce. Bah oui, c'est vraiment très futé. Autant, le mur d'Adrien, c'est vrai que ça a été un énorme coup de cœur quand j'y ai joué, mais vraiment très futé. Je pense qu'il est indétrônable. Tu disais que tu l'emportais partout, mais moi, dès que je pars en vacances, je le prends. Je le prends systématiquement. Comme tu disais, il est futé, les combos sont hyper jouissifs parce que c'est vraiment un des meilleurs jeux en fait pour faire des combos dans un roll and write. Et en plus, il prend pas beaucoup de place du tout, donc on peut même y jouer dans l'avion. J'y ai joué dans l'avion avec ma maman. Et je suis surprise de devoir mettre celui-là parce que je pensais que tu préférais le Tréfuté. Bah oui, mais moi aussi parce que oui, mais moi aussi, parce que j'ai joué à Tréfuté que j'adore, qui a toujours été mon numéro 1. J'ai joué à celui-ci et je me suis dit, oui, bon, Tréfuté, donc la boîte numéro 1 reste toujours mon numéro 1. Et puis j'ai rejoué à Tréfuté et je me suis dit, non, en fait, c'est vraiment Tréfuté, tu vois. Hein. Mais en fait, sa grosse force par rapport à le mur d'Adrien, c'est qu'il est facile à sortir. Bah oui, c'est ça. Et on enchaîne les parties. Moi, j'ai déjà fait, je sais pas combien de parties de suite. On peut plus y jouer avec n'importe qui que le mur d'Adrien, tu vas pas pouvoir y jouer avec tout le monde. Ça te quand même à une catégorie de joueurs experts. Ça va pas être, tout le monde va pas prendre son pied, on va dire, avec le mur d'Adrien. Tandis que ça, il est quand même vachement plus accessible. Et je sais pas ce que vous en pensez, vous de votre côté, mais ce jeu a beau ne pas avoir de thématique, je me souviens de mes parties avec chacune des personnes avec qui j'ai joué. Parce que il apporte un fun et une ambiance autour de la table qui fait qu'on se souvient que l'autre a fait ci ou ça. Enfin, je sais pas, il y a des choses... Il crée une expérience autour de la table qui fait qu'on se souvient du moment. Je dis pas qu'on se souvient de tous les coups, quoi que ce soit, mais ça crée une ambiance autour de la table, dans l'avion, sur la terrasse ou quoi que ce soit, qui est toujours agréable et on se dit, tiens, ça m'a fait passer, vraiment Tréfuté m'a fait passer un bon moment. Franchement, gros kiff ce jeu. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je suis très contente d'avoir pu établir ce top avec vous. Ça me fait très plaisir que vous ayez accepté d'apparaître dans cette vidéo. Avec grand plaisir. Ça nous a fait super plaisir aussi et je pense que c'était la thématique rêvée pour nous aussi.
Oui, bah je savais à qui m'adresser en allant voilà, en choisissant cette thématique. On est entre professionnels, faut le savoir. Encore une fois, bah voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Twitch, l'Instagram et le TikTok maintenant des Enjoy Games pour poursuivre leur super contenu. Merci. Un grand merci à toi. Surtout, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous désirez un jour avoir un top 6 à 10. Parce que je vous avoue que moi. Alors, si vous non, non, tu nous as déjà fait un top 7. Ouais. Alors, ouais, c'est bon, stop, c'est bon maintenant. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais vous aussi vous aimez les roll and ride, les flip and ride, n'hésitez pas à le dire en commentaire. S'il y a un nom, par exemple, d'un jeu à cocher qui est incontournable et qu'on aurait loupé, eh bien, n'hésitez pas à le partager. Et puis, bien, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, likez, partagez. Abonnez-vous bien sûr et moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!